toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'avant-hier. On va faire une courte vidéo aujourd'hui. Je voulais vous parler de quelques petites choses puisque demain je ne pourrai pas faire de vidéo pour la communauté parce que je suis en déplacement, actuellement en Asie, donc je tourne la vidéo en fin de journée. Vous, il doit être début d'après-midi actuellement, donc c'est pas grave, elle pourra durer dans le temps, hein. Même si on va faire un petit peu d'actualité, des choses qui sont très intéressantes. On va parler Bitcoin bien évidemment et d'une chose que je voulais vous parler vis-à-vis d'une explosion de tokenomics par rapport à des vestings qui viennent à unlocker des tokens qui sont déversés pour les investisseurs, les early investors si vous voulez, les VC et bien plus encore, et notamment vis-à-vis de la team. Et je voulais revenir par rapport à un cas d'école qu'on avait fait, un cas d'école qui est en cours actuellement, notamment avec DYDX, et un cas d'école qui s'était déjà produit notamment sur Solana, puisqu'il y a pas mal de petites news sur Solana qui sont très intéressantes. Le token se porte bien dans une forme de désintérêt et de capitulation longue, latente et horizontale. C'est clairement des tokens que nous allons rechercher. Donc de mon côté, je ne capitule pas sur Solana et je vous expliquerai pourquoi. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, on a créé une académie. Le lien sera dans la description. Ça permet de passer à un niveau supérieur. On prend beaucoup de temps, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi à midi, midi 30, avec l'ensemble de la communauté. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et je vous explique beaucoup plus sur moi et ce que j'aimerais vous apporter tout au long de cette année. Je m'engage de toute manière pour les prochaines années à vous accompagner et à vous transmettre toute mon expérience et ma pédagogie et comme ma bienveillance pour pouvoir nous faire passer avec un N majuscule à un niveau supérieur, à la recherche de notre consécration. Certains diront liberté financière, il y a tant de choses et à la recherche du bonheur plus globalement si vous le souhaitez. Bon, on va parler Bitcoin, il se passe strictement rien sur Bitcoin. J'attendais le discours de Christine Lagarde, finalement, qui rien annoncé de nouveau, hein. Aucune modification au niveau des dynamiques de marché, aucune modification au niveau des flux, rien du tout se passe. Et puis elle va parler aussi demain, elle va parler après-demain, et elle va également parler après-demain. Bon, c'est pas très très grave, on aura quand même à 20h ce soir, ou vous aurez à 20h ce soir, parce que moi ce sera très tard dans la nuit ou tôt le matin par rapport au compte-rendu de la Fed. Bon, généralement, ce sont des choses qui sont faites en fait 30 jours en arrière. C'est juste un compte rendu, hein, finalement, au niveau des minutes de la Fed. Il n'y a pas grande volatilité. Enfin, il peut y avoir un tout petit peu de volatilité, mais pas forcément de directionnel par rapport à ces rendus-là. Donc, on attendra tout simplement le CPI de demain, et on en discutera bien sûr sur le Discord des rois du marché. Je ne vais pas faire beaucoup de crypto, je ne vais pas rentrer dans l'hyper détail de Bitcoin puisque en fait s'il ne se passe rien, autant ne pas en fait perdre du temps dessus. Hormis un petit gap qui s'était ouvert il y a quelques jours en arrière, c'était il y a une quinzaine de jours, juste ici sur les 26 600 $, et les 26 600 $ sont pour beaucoup en fait des confluences, que ce soit sur Ishimoku Kinkoyo, que ce soit sur des moyennes mobiles, que ce soit sur des trendlines, que ce soit sur à peu près ce que vous voulez, un déséquilibre de marché également, qui s'est positionné juste ici. Est-ce qu'on peut le jouer? Bien évidemment, on peut le jouer. Beaucoup le jouent, hein, d'ailleurs, et on resterait déjà dans un tout petit flux là, avec des hauts toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents, pour essayer de nous garder effectivement dans, dans le temps et dans la patience, en fait, quelque chose une hausse jusqu'en haut du range lente et difficile qui permet en fait d'être considéré comme de l'incitation à l'achat, mais plus c'est long et plus on a envie de le shorter, hein, généralement. Ce type de mouvement, donc c'est pas une mauvaise solution d'être spectateur, et si vous êtes positionné en bas de ce range, bravo à vous, vous vendez le haut du range tout simplement, et vous utilisez des ratios de 1 pour 1, hein, pour aller chercher vos premiers take profit. D'ailleurs, en parlant de ratio de 1 pour 1, puisque je suis devant et je le vois, vous vous mettez sur les 28 000 $. Les 28 000 $, c'est grosso modo la plus grande charge de volume qui a été échangée, généralement en plein milieu d'un range. Vous vous rappelez les ranges, hein, ils sont ici. Bas de range, haut de range. La pire chose à faire, c'est de jouer des milieux de range. On ne peut pas être mieux en plein milieu d'un range sur les 28 000 $. Et vous allez aller tirer le gap haut ici aux alentours des 36 000 $. C'est pour moi ma target et le premier arrêt. Et vous allez tirer ici le comble du magnifique 20 000 $. Prix rond, prix psychologique, gap CME et des équilibres de marché. Jouez-le. Voilà, c'est ratio de 1 pour 1. Donc généralement, partez du principe que si on commence à aller s'échouer là, il y aura nécessairement des prises de profit qui seront prises sur un premier arrêt, gap CME, 36 000 $. C'est là où je clôturerai la grosse partie de mon long qu'on a débuté ici, tout simplement. Et si malheureusement on devait faire un petit tour au sud, parce qu'on aura des news catalysantes, on casserait le premier arrêt, on viendrait en fait faire un petit tour dans une zone de rechargement d'achat moyen terme
long terme, on peut dire éventuellement moyen terme depuis décembre 2022, même si ça commence à dater maintenant, début d'année 2023, on attendra des structures pour aller chercher en fait peut-être l'accélération et d'aller chercher tous les acheteurs à découvert, punir les impatients pour derrière récompenser les plus patients. La meilleure chose à faire dans ces contextes de marché, si nous sommes plutôt investisseurs, c'est de strictement rien faire. Côté order flow, côté flux, côté options, rien ne change. On en a déjà parlé tout au long de la semaine, vous les avez, c'est mes deux boussoles. Actuellement, on a des max win price à 27 000 $, un strike price ici à 40 000 $ et un strike price ici à 20 000 $. Choisis Foscan, c'est quand même relativement haut, mais vous voyez qu'on peut aller chercher, et pourquoi pas aller chercher les 20 000 $ pour fin décembre. Je parle bien sûr ici de fin décembre. Je suis tombé sur une petite news, je voulais absolument vous en parler, c'est celle-là. JP Morgan lance le règlement d'un garantie blockchain dans le cadre du commerce BlackRock Barclays. C'est super intéressant parce qu'ils utilisent pleinement la fonctionnalité et les technologies de ces ruptures technologies blockchain, non pas pour transmettre, si vous voulez, de la valeur, mais pour en transmettre la propriété, notamment des garanties sous-jacentes. Et c'est super intéressant, puisque la tokenisation des usages ne passe pas nécessairement par on va transformer notre monnaie en token ou en coin. C'est pas du tout ça. En fait, les technologies blockchain, ça a été c'est la DeFi, c'est les NFT, c'est de pouvoir transmettre la propriété, c'est etc., etc. La gamification des usages rentre pleinement dans ces ruptures technologiques de blockchain. Le social fi avec une redistribution de la data, si vous voulez, ou des richesses que sont la big data vont être distribuées à l'ensemble des acteurs en partie prenante et notamment les utilisateurs, avec des possibilités de gouvernance, des possibilités de recevoir une part de récompense, et tout ça en fait ça s'inscrit dans une logique de rupture technologique, et je trouvais ça très intéressant à quel point en fait les plus gros institutionnels de ce monde sont actuellement en train de faire des tests et le valident tout simplement, entre des énormes banques systémiques, qu'on pourrait parler en France comme banque universelle, et c'est une super nouvelle. On continue à bosser, et en bear market, c'est là où on travaille le mieux finalement, parce qu'on n'est absolument pas soumis à nos émotions, ou à une forme d'euphorie, ou à une forme de précipitation. On a le temps, c'est du beer, et c'est comme ça qu'on arrive à déclencher finalement des fortes accumulations dans le désintérêt le plus total, et là où germent, si vous voulez, les meilleures opportunités. En parlant d'opportunités, peut-être que Solana en est une. Cette IA avancée prédit le prix du Solana pour fin d'année 2023. On va le regarder ensemble puisque on voit quelque chose de toujours très pertinent. Généralement, on va chercher des fibos, généralement, on va chercher des moyennes mobiles, généralement, on va chercher, parce qu'une IA générationnelle ou conversationnelle, mais c'est plutôt des IA génératives, vont chercher les outils que nous utilisons au quotidien, et je vous laisserai tout simplement trouver, si vous voulez, de votre côté, c'est assez facile à trouver, pourquoi elle nous a sorti ça pour fin d'année. Donc c'est exactement je sais plus combien, en ce qui concerne Solana, priorité c'est le 24 $, et c'était combien? C'était pas énorme, je trouve une cinquantaine de dollars, 39 $, voilà, a fixé le prix de Solana. Donc on se trouve que l'algorithme de prédiction basé sur l'IA, une IA révolutionnaire, nous dit-on, hein, la plateforme de suivi de crypto-monnaie CoinCodex a fixé le prix de Solana à 39,73 d'ici le 31 décembre, ce qui indiquerait un gain de 65% environ. Et pour fin 2024, proche des 100 $, et ben on sera très heureux de l'observer, pourquoi pas. Retournons en fait sur Solana, puisque quitte à tourner Solana pour avoir les objectifs de call, ça sert strictement à rien, mais on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'était passé précédemment, et ça va nous faire réfléchir sur un autre événement. Et comme je suis tombé dessus, je me suis dit, peut-être de bon augure de vous en parler. Il s'était passé quelque chose en fait le 1er janvier 2021, avant l'explosion littérale de Solana. Alors oui, ça a été poussé notamment par SBF, au travers Alameda et au travers de FTX, qui finalement détenait une très grosse partie, et détient d'ailleurs toujours une très grosse partie du supply au niveau de Solana. On parle de 800 millions de dollars, me semble-t-il, en valeur token actuelle, ce qui n'est pas rien, bien évidemment, sur une market cap aux alentours de, je vais peut-être dire une bêtise, 12 milliards de dollars de market cap sur les prix des 22 $ vis-à-vis de Solana. Donc c'est quand même énorme, hein, c'est quand même beaucoup. Et il s'était passé quelque chose de très important ici. Ici, c'était quand même un événement catalysant, un événement baissier, qu'on aurait pu partir du principe comme baissier. Et je vous montre ce que c'est. C'est assez intéressant de l'observer. Regardez ce qui s'était passé. Et après, on va faire un petit tour sur Sei et sur Aptos également. Je vais le retrouver ici. En fait, juste là, quand la blockchain Solana avait été lancée, donc il y a eu des investisseurs, des fondeurs, la team, les validateurs, etc., de l'inflation. Et il y a un truc, en fait, une unlock, beaucoup de tokens qui sont arrivés d'un seul coup. C'était exactement en janvier 2021. Janvier 2021, on a explosé au niveau du supply. Mais c'est beaucoup, en fait, hein, c'est plusieurs centaines de millions de dollars
qui ont été à la fois unlockés, à la fois disponibles et à la fois en termes d'inflation, si vous voulez, au niveau du token, qui ont été libérés. Donc, bon, ça faisait quand même beaucoup de tokens disponibles qui, finalement, auraient dû faire réagir le cours de façon incroyablement volatile. Et finalement, strictement rien ne s'est passé. Mais absolument rien ne s'est passé. Hein. C'est plutôt haussier. Donc, on est parti pricer la news. On avait un pending exécution. On est parti chercher une petite poche de liquidité. Les trades contraires sont plutôt intéressants sur des déséquilibres de marché. Donc, imaginez que vous n'aviez pas la suite. Et ensuite, c'est parti to the moon. Mais alors, c'est vraiment parti to the moon. Et pas qu'une fois. Parti to the moon, là, le machin, il dit OK, c'est impossible que ça aille plus haut. Le machin, il a pris x40. Et puis derrière, Solana, vous connaissez l'histoire, repart to the moon. Puisque, bah voilà, SBF, FTX, Alameda, A3C, Celsius, tout ce que vous voulez, ça part dans... Solana était devenu le turfu, l'Ethereum killer de la DeFi, tout ce que vous voulez. Et puis finalement, magnifique zone de distribution. Et on est actuellement retravaillé ces zones-là, en fait. Là où on était, en fait, précédemment, très proche des 20 $, 10 $. Et on est parti faire même un petit tour à 10 $ pour aller sortir tout le monde. Et on est revenu finalement sur une forme de neutralité... pas une neutralité, mais un prix de la réelle valeur de ce que pouvait nous apporter un moment, ou un excès baissier, mais c'est une valeur logique par rapport à ceux qui étaient déjà là, et à ce moment-là, ils étaient déjà à x10, les mecs, c'est ça qu'il faut comprendre, ou peut-être x20, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà. Je voulais vous remettre un petit peu dans ce cas-là, puisque on va avoir beaucoup, finalement, d'informations qui vont venir nous polluer pendant le bull market vis-à-vis de ces situations-là. Donc janvier 2021, janvier 2021, c'était quand même mai 2020 au niveau de l'halving. Donc c'était après l'halving, hein. Comprenez-le vraiment comme ça. Hein. Donc après l'halving, qu'est-ce qui s'est passé ? Solana, il a tout simplement pété au ciel. Donc j'ai fait ce petit travail-là, et notamment avec C, et notamment avec Aptos. Et on a exactement la même chose, même si c'est relativement cool. Actuellement, c'est 5 milliards de valorisation au niveau de ce token-là. Donc si vous prenez l'exemple de Solana, au tout début, c'était beaucoup moins que ça, bien évidemment, mais il est monté à 75 milliards de dollars de market cap sur un tokenomics, c'était extrêmement faible. Donc je pense qu'on n'était pas loin de monter les 300 milliards full dilués. Je ne sais plus combien c'était le montant exact, mais c'était simplement délirant, hein, si vous voulez, au niveau de Solana. Intenable, si vous voulez, dans le temps, mais beaucoup y pensaient différemment. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pouvait pas marcher, ça ne veut pas dire que plein de choses. Et il s'est fait détruire, et ça ne veut pas dire que Solana est mort aujourd'hui, bien au contraire. Hein. C'est un retour à la neutralité, à la juste valeur, si vous voulez, de Solana, même s'il y a des petits excès baissiers, on est actuellement plutôt dans une situation de survente actuellement sur Solana et sur beaucoup de nos cryptoactifs préférés. Donc on regarde ce type de choses et on se dit, oulala, mais à partir du 5 septembre 2024, eh ben, vous avez la team qui va rentrer, qui va être unlockée, et notamment les investisseurs qui vont probablement tout nous déverser. Mais non. En fait, partez du principe que tant que les investisseurs sont bloqués, quel est leur intérêt de faire pumper le cours ? Hormis finalement pour nous et pour nous faire plaisir, c'est presque ça que j'ai envie de vous dire. Donc c'est au moment où les investisseurs sont unlockés, où les gros VC qui ont levé 300 millions de dollars, je le rappelle quand même, hein, que ce soit sur Apto, que ce soit sur C, c'est grosso modo, c'est des millions de dollars. Et bien partez du principe que c'est lorsque tout sera unlocké que le jeton pourra exploser. C'est exactement la même chose sur Aptos. Aptos, c'est un super exemple. 300 millions de dollars levés il y a quelques mois en arrière. Et on voit en fait cette unvesting ici, cette unlock, alors avec une période de vesting sur plusieurs mois, parce que c'était clairement pas la mode il y a 4 ans en arrière, mais aujourd'hui c'est la nouvelle mode ou la nouvelle norme, où on a des périodes de vesting de 12, 24 ou 36 mois. Mais à partir du principe qu'ils ont probablement le temps pour faire pump le cours. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, pour surperformer leur vesting, si vous voulez, ils sont tout à fait capables de faire exploser le cours, mais de façon beaucoup plus exponentielle ou beaucoup plus agressive qu'ils ne l'étaient avant. Puisque là, on savait que c'était complètement unlocké, quoi. Et là, c'est clairement pas unlocké depuis quelques années. Maintenant, on commence à le faire de façon graduelle, si vous voulez. C'est exactement ce qu'on est en train de repérer. Mais ce ne sera pas baissier. Ce sera justement plutôt haussier. Parce qu'à ce moment-là, les investisseurs vont dire, OK, bon, où est-ce qu'on en est ? Où est le token ? Où est le cours ? Où est le supply ? Le supply, on le détient,
puisqu'on l'aspire, et on regarde un petit peu comment on va pouvoir faire pumper le cours. Donc si vous voyez des choses, notamment vis-à-vis de DYDX, on l'a vu avec DYDX, où il y a une énorme inflation qui va arriver de plusieurs centaines de millions de dollars au niveau de DYDX. Il ne faut pas regarder que ça, il faut regarder où sont les investisseurs, où sont les VC, où est la communauté, comment ils positionnent la communauté, comment ils positionnent le projet. Ça, c'est une recherche fondamentale claire, hein, comment on pourrait dire ça, circulaire qu'il faut faire individuellement sur chaque cryptoactif que nous avons en possession, mais ce ne sont pas des événements baissiers. Je vous donne juste une préconisation là-dessus. Lorsque vous avez une information qui vous semble baissière, eh ben c'est très probable que ce soit plutôt haussier. Si vous avez une information qui vous semble très haussière, partez du principe que c'est probablement très baissier. C'est en ça, en fait, on dit souvent que le marché fait le contraire de ce que la majorité pense et fait. Puisque les très bonnes news sont souvent vendues et les très mauvaises news sont souvent achetées, tout simplement. Mais qui décide que c'est une bonne news ou une mauvaise news ? C'est une question qui est propre à chacun, bien évidemment. La seule solution, ou en tout cas la seule préconisation, serait finalement de transformer ces informations en opportunités sur des fractales, donc des choses qui se sont dans le passé et déjà passées, qui ne sont clairement pas une garantie future, que ce soit au niveau des performances ou au niveau des résolutions d'une direction par exemple, mais ce n'est pas considéré comme baissier, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé là-dessus, parce que ceci aurait fait peur plus d'une personne, pour le coup, et finalement c'est clair, c'est l'exact contraire qui s'est passé notamment sur Solana. Donc faites une petite recherche, il n'y a pas tous les tokens actuellement sur Unlocks, donc mais allez faire quand même un petit tour de vos tokens si vous les avez, faites une petite recherche, c'est quand même un site gratuit, et vous regardez s'il y a des périodes, et notez-le directement dans vos graphiques si vous avez possibilité de le faire, ou sur votre Google Agenda, ça peut être super intéressant pour dire à quelques jours près, ça va unlocker, donc on regardera un petit peu sur des cas d'école comment ça va se passer. Vous êtes très nombreux à me parler de BitTensor. Je sais que de plus en plus d'influenceurs, d'analystes expérimentés, très, très compétents, parlent de plus en plus de BitTensor. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je me dis que si on en parle de plus en plus et que le token vient à se latéraliser, on peut bien sûr éventuellement y mettre quelques-uns de nos deniers, sans pour autant se surexposer. On peut mettre 1 ou 2% du capital là-dedans, mais c'est réellement quelque chose que vous devez vous sentir de votre intuition, c'est certain, mais également quelque chose que vous pourriez utiliser dans le futur. Essayez de regarder si ce truc-là, ce fameux maillage pour permettre à l'intelligence artificielle générative de pouvoir travailler de façon décentralisée sur partout dans le monde avec des machines, si vous voulez, qu'on a à la maison, ok. Mais ça veut dire que vous allez jusqu'au bout de la démarche. C'est aussi ça, en fait, les fondamentaux. Investissez dans ce que vous pouvez, vous, demain, utiliser. Est-ce que votre entreprise serait capable d'utiliser ce type de technologie, en sachant que des BitTensor, il y aura probablement 1000 dans les 10 prochaines années qui vont se créer. Pourquoi lui particulièrement, c'est le premier, c'est quand même pas mal quand vous prenez de l'avance, je ne dis pas du tout le contraire. Qui sont les investisseurs, qui sont les fondateurs, qui sont les développeurs, comment ça travaille, quelle est la communauté, est-ce qu'elle est active ou pas. Et la vraie question à se poser, si toutes ces cases vous les avez déjà cochées, c'est ok. Quel est aujourd'hui l'intérêt autour de BitTensor ? C'est extrêmement simple à aller chercher en fait, l'intérêt de BitTensor. Vous allez sur Google, ici sur Google Trend, vous mettez BitTensor et Solana, puisqu'on parlait de Solana, et à quel point en fait Solana aujourd'hui, par rapport à une... On pourrait presque parler ici d'un oscillateur, entre 0 et 100, à quel point en fait BitTensor est infiniment moins en fait répertorié que le terme de recherche Solana. Donc on aurait pu mettre Tao Crypto, mais c'est 0 quoi. Le seul truc, c'est juste ici, là ils avaient fait une annonce, et ça avait bien pété d'ailleurs tout au début de l'année 2023 par rapport à l'IA. C'est clairement là où ça a pété l'IA, on en avait parlé un tout petit peu avant, etc. Et c'est vrai que BitTensor, a montré le bout de son nez, vous voyez. Donc ça a fait quelque chose. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler du principe que c'est le turfu, que c'est le futur, etc. BitTensor ? Non, pas du tout. Actuellement, BitTensor est complètement sur les radars. Donc, les opportunités se créent toujours dans le déni et le désintérêt le plus total. BitTensor rentre tout à fait dans ce cas de figure, parce que même si vous l'entendez de plus en plus de vos influenceurs préférés, c'est un fait, mais aujourd'hui, il y a très peu de monde sur ce marché. Il y a très peu de vues sur nos vidéos. On est un petit peu tout seul à se regarder dans le blanc des yeux. Il faut vraiment le comprendre comme ça, et demain, on sera 10 fois plus. Et demain, ça peut être très rapide.
pour être tout à fait honnête avec vous. Donc on va regarder BitTensor de façon extrêmement rapide, extrêmement limpide. Aujourd'hui, on parle de 20% des tokens qui ont été libérés. Vous avez d'ailleurs la possibilité de le builder, de le miner et de l'acheter sur quelques échangeurs centralisés, décentralisés. On va le regarder juste après. C'est 1 milliard de capital 100% dilué. Bon, en gros, le minimum du minimum qui pourrait éventuellement m'intéresser. C'est très rare que je sois en dessous du milliard de dollars, même si de market cap 100% dilué, même si ça m'est déjà arrivé sur des trucs qui vraiment me plaisaient, notamment ou même en tant que VC sur des tout petits projets early, où on paye les tokens 0,008 ou 6 centimes de dollars, et ça va être vesté 10 centimes, c'est pas complètement impossible, surtout en bull market. Faut regarder au niveau de là où vous pouvez les changer. Vous avez Getio, vous avez Budget, vous avez Mex. Et là, alors déjà, vous l'avez en 1000. C'est gros mytho de Mex, là. Donc, j'ai rien contre Mex. Hein. Ils m'ont contacté. Ils sont très sympas. Ils sont très agressifs. Ils proposent beaucoup d'argent. Et ils sont très cool. Je dis pas du tout le contraire. Je sais que beaucoup travaillent avec Mex. Mais ça, c'est du gros mytho. Vous prenez, par exemple... D'ailleurs, je vous prends le défi d'aller regarder Solana. Je vous prends le défi d'aller regarder AAV, par exemple. Et vous allez regarder exactement les volumes sur Getio, sur Budget et sur Mext. En USDT, hein, vous mettez AAV/USDT sur Getio, vous mettez donc Getio, Budget, vous mettez AAV/USDT sur Budget et vous mettez Tao/USDT sur Mext. Et vous allez voir qu'en fait, ils ont grosso modo que dalle en termes de volume. Mais c'est un ratio de 1 pour 10 en termes de volume. Donc ça, c'est du faux volume. Je vous le dis franchement, c'est clairement du faux volume. Ils sont en train de siphonner en fait les poules de liquidité. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils sortent en fait de MEX au niveau de BitTensor. Après, l'objectif, bien sûr, c'est qu'ils soient listés sur des très grosses ou des très gros échangeurs. Coinbase, Binance, Budget, c'est quand même pas rien, puisque ça a quand même pas mal le vent en poupe. Mais MEX, pour moi, c'est pas vrai. Voilà, je viens d'envoyer une grosse salve à Mex, mais je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu, et c'est pas cohérent en fait d'avoir 80% des volumes par rapport à Getio, Budget et Mex. Mais après, je peux me tromper, mais je pense que je suis pas complètement à côté de la plaque. Ça, c'est clairement du joujou de volume entre les de market maker. Bon, bref, peu importe. Ou de Wiles, hein, qui s'amusent avec le token. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, finalement, parce que depuis mars 2023, on est actuellement dans un énorme range. Est-ce que ça veut dire qu'on peut partir à 50 dollars ou à 30 dollars ou à 20 dollars? Oui, on peut partir faire un petit tour à 20 dollars, c'est pas très très grave. On peut partir du principe qu'il faut regarder au niveau des volumes, au niveau des futurs, ou au niveau du funding. Bon, on joue pas trop avec les futurs sur ce type de crypto. Généralement, on la hold parce qu'on entend en parler. Et il faut la holder très longtemps. Hein, prendre nos profits lorsqu'ils se présentent, si ça vous intéresse d'y aller, et d'aller chercher les 110%, et puis après d'aller chercher des extensions qui sont complètement délirantes. Alors les extensions, vous irez potentiellement les chercher lorsque d'autres cryptos type Bitcoin, type Ethereum auront eux été chercher finalement leurs objectifs d'extension. Sachant avant tout que Bitcoin lance généralement les bullruns, et ce sont les altcoins qui vont suivre en fait le marché. De façon... c'est cyclique, ça s'est toujours passé comme ça. Donc regardez plutôt Ethereum et essayez d'avoir un petit peu comme le phare, si vous voulez, du prochain bullrun Ethereum. Et lorsque vous prenez des profits sur Ethereum, parce que vous êtes arrivé sur vos objectifs de prix, regardez toutes les cryptos que vous avez et où est-ce que vous en êtes au niveau de ces cryptos-là. Et de façon calculée ou de façon presque automatique, vous avez la possibilité de prendre quelques profits sur pas mal de tokens qui auront à ce moment-là performé, pas forcément surperformé, mais performé. Voilà. Donc BitTensor, le fait que vous me demandez d'en parler de plus en plus, ça me fait plaisir, parce que je pense que c'est un bon projet, vous avez tout à fait raison, mais un beau projet parmi tant d'autres, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et actuellement, on est complètement sous les radars. Voilà. Donc si ce truc... ne pensons pas que ce truc est déjà au maximum de sa possibilité. Il est très loin de son maximum de possibilités. Et j'investirai personnellement sur ce projet-là dans les prochains... avant le cycle des bullrun, et on peut même le faire maintenant sur les 50 dollars, c'est plutôt pas mal. Je vous montre juste un petit truc. Comme ça, je fais un petit relais au niveau publicitaire. Communiquer au sujet de DeFi ou D.Fi, si vous voulez, au regard de la méthode commerciale de DeFi que nous ne cautionnons pas. Nous avons décidé de suspendre notre partenariat avec cette entreprise et retirer l'article proportionnel que nous l'avons proposé. Donc ça, c'est Journal du Coin. Il y a Cryptomatrix qui repart derrière et qui répond c'est pas une attaque, mais c'est à ce drama. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça un drama. Je vous le dis franchement, ils m'ont pas contacté, Defit, mais Money Radar, je sais que Money Radar a déjà fait une vidéo dédiée là-dessus. Je sais que beaucoup d'influenceurs ou crypto futurs
On a également fait une vidéo dessus. Bon, grosso modo, c'est que dans toute leur communication, puisque c'est pour le marché français, on n'a pas le droit de parler de ICO, on n'a pas le droit de parler de token, on n'a pas le droit de parler de tout ça. C'est très contrôlé, c'est très encadré. Donc on joue le jeu à fond, bien évidemment. On espère que ça va évoluer dans le bon sens et l'objectif, c'est toujours de procéder le consommateur. Donc c'est pas une mauvaise chose, bien évidemment. Mais apparemment, il lance un token entre 1 million et 300 millions de valos dans les prochains jours, un truc comme ça, sur une annonce, alors qu'ils avaient déjà en fait fait la communication, mais autour de leur app, et c'est une soi-disant super app qui permet en fait de contrôler tous les smart contracts que vous avez sur vos différents wallets. Donc vous donnez quand même les accès à ce type d'application, bah, c'est normal, hein, il faut toujours ouvrir au moins une fenêtre pour leur laisser travailler et faire correctement leur travail. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise application, ça veut dire que et j'ai toujours ce même prise de recul, c'est transparence et pas le droit à l'erreur. Voilà, je vous le dis en toute franchise. Pour ça, quand on fait des AMA et quand je vous parle d'un projet en particulier sur la chaîne des rois du Bitcoin, il y a systématiquement un AMA dans les mois qui suivent qui est proposé sur la chaîne, avec le fondateur, un cofondateur, francophone généralement. Et en fait, c'est clairement ce que j'aurais pu faire si Defit voulait m'approcher. Et ça aurait été avec grand plaisir de parler de leur application. J'aurais pas forcément surréagi de cette façon-là personnellement, mais apparemment, c'est une question qui a été plusieurs fois donnée et notamment demandée par Journal du Coin. Et ils n'ont pas joué le jeu. Ils ont dit non, non, il n'y a pas de token, il n'y a pas de token. Et finalement, il y a un token 24 heures plus tard qui a été annoncé. Ça ne veut pas dire listé, etc. Bon, bah c'est dommage, hein. Je me dis que pas le droit à l'erreur, mais peut-être que le produit est incroyable. Ils ont bien sûr le droit de réponse et j'espère qu'il y aura un droit de réponse par rapport à ça. Et je serais très curieux de voir si Joel Ducoin souhaite tout simplement faire un HAMA avec l'un des fondateurs. Parce que je pense que c'est clairement ce type de format qui apporte le plus de valeur. Voilà. Parce qu'on peut lire beaucoup d'informations, on peut lire beaucoup de choses autour de toutes ces applications, de tous ces projets crypto, etc. Il faut réellement en fait partir du principe que c'est l'homme dans lequel on investit principalement. Eh oui, il n'y a pas vraiment de business model, il n'y a pas vraiment de cadre, il y a pas vraiment d'intérêt. Et qui plus est aujourd'hui, hein, si on parle aujourd'hui d'un intérêt en forme d'adoption. Donc, pas le droit à l'erreur, il faut vraiment montrer plaque blanche, et c'est comme ça qu'on va co-construire cet univers sur les meilleures bases possibles dans les mois et années à venir, tout simplement. Donc, dommage, un faux pas pour, apparemment, hein, entre guillemets, sur des fuites, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler, et j'en avais déjà entendu parler, mais personnellement, je ne travaille pas avec eux. Et il est probable que je ne travaille malheureusement pas avec eux, même si c'est probablement une grosse boîte. Et si je le fais, on aura le patron avec nous sur la chaîne des rois du Bitcoin. Je vous souhaite une excellente après-midi et on se retrouve vendredi pour le live des rois du Bitcoin.